vous expliquer l'origine de ce projet, donc tous les mots que j'ai prononcés sont vraiment que des mots qui ont été écrits par un homme donc, qui s'appelait Jacques Fesch. Il n'y a quasiment aucune phrase que j'ai inventée, tout a été écrit dans sa cellule et tout ce qui est disponible a été recueilli, rassemblé dans un seul ouvrage, celui-ci, œuvre complète, par son petit-fils. Et donc c'est là-dessus que je me suis basé pour faire cette adaptation et réduire ces 600 pages à une dizaine de pages pour le spectacle voilà, que vous venez de voir. J'ai entendu parler de Jacques Fesch depuis l'enfance, parce qu'en fait, ce jeune homme qui a vécu dans les années 50 venait de la même ville que moi, dans les Yvelines, Saint-Germain-en-Laye. Et donc, en fait, c'est une figure locale. À la fois, c'est tristement le dernier condamné à mort de notre ville, et en même temps, c'est un mystique, c'est le mystique local. Et ses écrits, comme vous l'avez compris, qui sont assez puissants, en tout cas évocateurs, ont été traduits dans le monde entier. Ont touché des gens partout dans le monde, notamment dans les prisons. Moi, je me suis abonné au hashtag Jacques Fesch sur Instagram, et je vois souvent passer des publications qui viennent du Brésil, où je vois des gars en prison qui lisent Jacques Fesch, qui ont fait des t-shirts Jacques Fesch, enfin voilà, il a vraiment un rayonnement international, c'est assez étonnant. Et donc, il y a quelques années, j'avais envie de construire de faire un spectacle seul en scène, et je me suis dit, il faut que je parle de Jacques Fesch, parce que cette histoire, elle n'est pas très connue, elle est quand même incroyable, et moi, évidemment, elle me saisit parce que c'est une histoire très proche de moi, et donc je me suis toujours dit, ça aurait pu m'arriver quoi. Ça aurait pu être moi qui fais une énorme connerie, qui, un soir comme il le dit par exemple, conduit ivre et tue quelqu'un sans le vouloir. Alors lui, évidemment, il avait un pistolet, donc c'est quand même bien plus grave, mais il n'avait absolument pas l'intention de donner la mort. Et voilà, sa vie a basculé du jour au lendemain, donc ça me saisit, ça aurait pu m'arriver, ça aurait pu arriver à n'importe lequel de mes proches, et en même temps, de ce basculement de sa vie, il va vivre une rencontre vraiment unique. C'est-à-dire qu'il va vraiment rencontrer Dieu. Et moi, j'ai pas eu de vision comme ça directe, en tête-à-tête avec Dieu. Donc ça m'interpellait, ça m'intéressait. J'avais envie de plonger dans ses écrits pour essayer de comprendre et de voir voilà, ce que je pouvais moi-même peut-être apprendre à travers cette histoire. Donc je me suis mis dans le travail voilà, d'adaptation, de création du texte. J'en ai fait l'adaptation. Un ami comédien qui s'appelle Vincent Jonquet donc m'a aidé, il est mon collaborateur artistique, il a été le regard extérieur pour m'aider vraiment dans la direction d'acteur, et c'était essentiel parce que je ne pouvais pas tout faire tout seul évidemment. Et puis ensuite est venu quelqu'un qui m'a aidé pour la chorégraphie. Ça c'était un autre axe très important dès le début, j'avais envie que ce spectacle mêle le théâtre et la danse, parce que j'ai beaucoup pratiqué la danse, et il m'a semblé vraiment que ça pouvait participer à raconter quelque chose qu'on ne peut pas dire avec les mots, que Jacques Fesch ne pouvait pas écrire, et puis c'était aussi mon espace de liberté. Il y a les mots de Jacques Fesch, et puis il y a la danse qui me permet de aussi exprimer des choses plus personnelles que m'inspire le parcours de cet homme. Et là j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu travailler avec Jeanne Gallois, donc, qui est une chorégraphe, danseuse incroyable. Je vous invite vraiment à aller la voir en spectacle. Elle a été longtemps associée au théâtre de Chaillot. Elle tourne partout en France et ailleurs dans le monde, voilà, et on a travaillé ensemble. Et puis, comme je vous le disais, très vite, au tout début de la lecture, je me suis dit, si je crée un spectacle là-dessus, j'ai envie que ce spectacle aille jouer en prison. Je me suis dit, ce qu'a vécu cet homme, quelque part le miracle qu'il a vécu de trouver la foi et du coup de retrouver de l'espoir et de l'espérance malgré la peine capitale, il faut que j'aille le donner aux personnes qui sont, entre guillemets, en train de vivre la même chose que lui, enfermées, en détention. Et donc, rapporter un peu les fruits qui peuvent malgré tout pousser dans ces endroits tellement durs. Et donc, très vite, je me suis dit, voilà, il faut que j'aille jouer ce spectacle en prison. Alors, comme vous l'imaginez, et certains le savent, pour connaître l'administration pénitentiaire, c'est compliqué, ça prend du temps. Comme c'est un spectacle spirituel, je me suis adressé aux aumôniers, aux aumôneries, et puis eux-mêmes, après, font la demande auprès des directions, et voici l'aumônerie peut organiser un spectacle, et parfois, souvent, le spectacle est aussi ouvert à tous ceux en détention qui voudraient venir assister au spectacle. Et donc, voilà, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Donc, je voudrais juste évoquer, j'ai regardé des documentaires, j'ai essayé d'approcher ce milieu carcéral, et je crois je suis très heureux d'avoir la présence a priori, Stéphane Mercurio. Vous êtes là, c'est génial, merci infiniment. Et donc, cette dame a réalisé de nombreux documentaires sur la prison. Et il y en a un que j'ai vu il y a une dizaine d'années,
au cinéma qui s'appelle « À l'ombre de la République ». Et je vous le recommande vraiment, donc vous pourrez venir prendre en photo les trucs si vous voulez les refs après. Voilà, vous avez réalisé des documentaires passionnants qui m'ont énormément nourri. Et bah, tout ça, voilà, ça a participé à essayer de, voilà, d'incarner ce détenu. Et puis il y a aussi, vous l'avez vu sur l'affiche peut-être, un photographe qui s'appelle Mathieu Pernaut et qui a fait une série de photographies à la prison de la Santé avant sa réhabilitation. Donc c'est assez violent de voir l'état des cellules et en même temps, toujours un petit peu, j'ai envie de dire, hein, mais au milieu de cet enfer, on voit des espèces d'instants de grâce et de paradis surgir. Et c'est là où j'ai découvert donc, cette photo que j'ai utilisée comme couverture. Là, voilà, je ne la trouve plus, mais bref, vous l'avez vu, vous la verrez sur la carte. Donc c'est une cellule de la santé avec des peintures religieuses qui ont dû être faites par une personne détenue, avec ce mur craquelé. Et donc il m'a semblé que ça pouvait tellement incarner la cellule de Jacques Fesch, même si ce n'est pas la sienne en question. Donc voilà, je laisse la parole à Jean, parce qu'il me semble que ça peut être intéressant qu'on voit un petit peu c'est quoi aujourd'hui être un aumônier de prison. Alors Jean est un aumônier, mais c'est pas comme à l'époque de Jacques Fesch, ça n'est pas un homme d'église, c'est un chef d'entreprise, un père de famille, puisque je pense un peu peut-être depuis Vatican II, les laïcs font beaucoup plus de choses dans l'église, c'est plus seulement les personnes religieuses et religieuses. Et donc Jean a décidé depuis une dizaine d'années de consacrer du temps pour accompagner les personnes détenues et vous allez pouvoir nous en dire quelques mots. Merci beaucoup Fitzgerald. Alors effectivement, il nous a semblé important de faire donner la pièce à la santé parce que elle est à la fois très réaliste dans ce que vivent les détenus et en même temps elle est source d'espérance. Pour vous peindre un peu le décor, aujourd'hui à la prison de la Santé, il y a à peu près 1200 détenus. La plupart, la quasi-totalité, sont à 2 par cellule. Vous voyez, ici, là, c'est 9 mètres carrés qui ont été dessinés. Il y a 2 personnes dans la cellule avec des matelas superposés, un coin toilette et une douche. Et qui passent 22 heures sur 24 avec une personne qu'ils n'ont pas choisie dans cette cellule. Depuis maintenant 9 mois, 1 an, un tiers des cellules sont à 3. Vous avez 3 détenus dans 9 mètres carrés, 22 heures sur 24. Donc vous imaginez ce que ça peut générer comme violence, comme frustration, comme tension dans la prison. Et donc pouvoir montrer une pièce comme celle que vient de jouer Fitzgerald, c'est important, c'est-à-dire que les détenus à la fois se reconnaissent dans Jacques Fesch, et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, quand Fitzgerald est venu jouer à la Santé, il y a des détenus qui lui ont posé la question à la fin, lors de l'échange, mais Fitzgerald, t'as été en détention à quel endroit? Et Fitzgerald dit, bah non, moi mon métier c'est d'être comédien. Et ils sont venus me voir après, ils m'ont dit, il nous a dit qu'il était comédien, on le croit pas, on le croit pas. Et donc voilà, ils se reconnaissent dans ce qu'a vécu Jacques Fesch, parce que c'est encore très actuel, même si les conditions de détention ont évolué, même si la guillotine n'existe plus, cette solitude qu'il y a dans la détention, ces mouvements de révolte physique que Fitzgerald a admirablement rendu, c'est ce qu'ils vivent, et ils nous le disent. Voilà, ils peuvent se rouler par terre, se cogner la tête contre les murs, donc ils se reconnaissent totalement dans ce qu'a vécu Jacques Fesch, et en même temps, voilà, il y a cette source d'espérance, c'est la rencontre que Jacques Fesch a faite avec le Seigneur, et ce qui est très bien décrit, c'est que ce n'est pas une conversion fulgurante, c'est un chemin. Et c'est ça qu'on peut voir en tant qu'aumônier, c'est le chemin des personnes. Et un chemin, il y a des hauts et des bas. Certains jours, on les rencontre,
ils sont euphoriques, joyeux, tout va bien parce qu'ils ont vu leur femme, parce qu'ils ont eu une bonne nouvelle du greffier ou du juge. Et certains autres jours, ça ne va pas, ils sont plus que sombres. Et bon, c'est des jours où il faut faire attention parce qu'ils peuvent faire des gestes qu'ils regrettent après. Et ce chemin qu'a fait Jacques Fesch, environné de ténèbres, mais qui se dirige vers la lumière, c'est quelque chose vraiment qui est source d'espérance pour eux. Et pour ce qui est des prisonniers, des détenus à la santé, qui les a beaucoup marqués. Hein. Et ils en ont beaucoup parlé entre eux après la pièce, et ils en reparlent encore. Voilà, après c'est à vous de poser des questions. Oui, carrément. Voilà, pour un peu vous dresser le tableau. Si vous voulez bien vous lever, et puis peut-être juste nous dire votre prénom, et voilà, poser vos questions ou réagir. Charles Bador. Ouais, Charles. Tout d'abord, félicitations parce que c'était vraiment impressionnant comme prestation d'acteur. Tenir sur une heure comme ça, en émotion, c'était vraiment très très fort. Merci. Et je voulais vous demander du coup si le fait d'interagir constamment avec des prisonniers qui sont fermés pour différentes raisons, est-ce que ça vous a impacté moralement, enfin au niveau de votre philosophie, de la notion du bien et du mal? C'est sûr que quand on est en contact très régulier et profond avec les détenus, tous les aumôniers se posent à un moment la question, mais pourquoi lui et pas moi? Parce que quand on entend ces parcours de vie complètement fracturés, ces jeunes souvent qui n'ont pas eu de père, ils ont eu une mère qui n'a pas eu le temps de s'occuper d'eux, donc qui ont grandi comme ils pouvaient, qui ont été placés dans des familles d'accueil où malheureusement, souvent, ils ont subi des abus. Donc tout ça cumulé, et avec derrière la petite délinquance qui devient moyenne puis qui devient grande délinquance, chaque aumônier se dit, mais moi, si j'avais été à sa place, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Donc oui, ça nous impacte profondément au niveau moral et puis dans la notion du bien et du mal, de la responsabilité, de la culpabilité. Et on se sent tout petit face à ça, tout petit. Je voudrais savoir, Monsieur Lemonnier a parlé d'échanges qu'il a eu avec les prisonniers, mais je voudrais savoir toi, quand tu as joué après, est-ce qu'il y avait des échanges justement? Ouais. Alors est-ce que tu pourrais livrer? Bien sûr. Oui, tout à fait. Donc l'idée vraiment à chaque fois qu'on va jouer le spectacle en détention, c'est après de prendre une bonne demi-heure d'échange comme on fait ici. Et après, voilà, de vraiment recueillir les réactions, de répondre aux questions. Et donc, j'ai vraiment des chouettes échanges. C'est vraiment extrêmement bouleversant. Par exemple, à la santé, je me souviens qu'une personne avait dit en fait, Jacques Fesch, il arrive à exprimer ce que moi, j'arrive pas à faire comprendre à ma propre famille. Et donc, beaucoup aussi en détention m'ont dit, mais ton spectacle, il faut que tu ailles le jouer à l'extérieur parce qu'ils vont comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et donc voilà, en fait, en plus, c'était avant un peu de jouer au théâtre, donc ça m'a vachement encouragé. Donc voilà, ça c'était très puissant. Et puis, parfois, je propose aussi aux personnes détenues de pouvoir m'écrire parce qu'ils n'ont pas forcément tout de suite quelque chose à dire ou envie de le dire devant les autres. Donc certains m'ont écrit des lettres très belles. Et une personne m'a dit je vous remercie pour le silence que vous nous avez offert. Et en fait c'est dingue parce que moi la première fois que je suis allé en prison, je l'ai joué à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine à Nanterre, et je me suis dit, j'ai été touché par la qualité du silence. Je me suis dit c'est dingue, la prison, pour le tout petit peu que je connais, je crois comprendre que c'est un lieu extrêmement bruyant, et quand j'ai joué, j'ai été frappé par la qualité du silence. Et donc je me suis dit, waouh, le cadeau qu'ils m'ont fait, déjà ils m'ont écouté pendant 1 heure et on était ensemble, quoi. On était ensemble autour de ce silence pour écouter Jacques Fesch et puis peut-être autre chose encore par là. Et lui m'a dit, sur cette lettre, ce détenu, je crois que c'était à Melun,
il m'a dit en fait, il y a quasiment jamais de silence en prison, et là, vous nous avez permis tous de vivre un moment de silence ensemble, puisqu'il y a pas mal de moments de silence dans la pièce. Il y en a aussi souvent un long après le spectacle. Les gens n'applaudissent pas tout de suite parce qu'il y a un truc comme ça qui se passe. Et donc, je crois que c'est vraiment la chose la plus forte que j'ai pu recevoir comme témoignage d'une personne détenue. Ouais, vas-y. Si tu veux bien te lever et dire ton prénom. Ouais, je m'appelle Kevin. Je suis ma coach pour le Wake Up Gala. Ah bah oui, carrément. On a bossé avec Kevin à Wake Up Café. Il était voilà, il a présenté une soirée événementielle. Ça va bien? Ça va, merci. Là, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour Jacques Fesch, du coup, il était condamné à mort. Donc, ce à quoi il pouvait se rattacher, c'est en étant tout seul dans sa cellule, en plus en voyant rien, c'est à l'invisible. Tandis que c'est une époque révolue, être condamné à mort. Maintenant qu'on est condamné à des peines où on sort à la fin, il y a aussi se rattacher à cette vie de dehors, au plaisir. À un moment, tu évoquais les plaisirs de dehors. Et aujourd'hui, il y a aussi cette façon de se rattacher plus à ces plaisirs de dehors, à se dire qu'un jour on va recouvrer la liberté. Et je pense que si j'aurais été condamné à mort un jour dans ma vie, c'est à Dieu que je me serais... C'est plus vers Dieu que je me serais retourné. Mais en étant condamné à une peine où tu vas sortir, tu dois aussi te dire que voilà, tu vas recouvrer ta liberté et aller dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un peu différent des prisons où tu as une date de fin et tu sais que tu vas recouvrer la liberté. Je pense que il y a d'autres façons de réagir aussi maintenant. Voilà, aller vers ta liberté et faire en sorte que tu recouvres la liberté du mieux possible. Carrément. Je sais pas si t'as ce que je... Ouais, carrément. Alors, il y a malheureusement quelque chose qui est un peu trompeur dans le spectacle, et je m'en excuse auprès de Jacques Fesch et sa mémoire, mais pour des raisons dramaturgiques et artistiques, en fait, il faut savoir que Jacques Fesch s'est converti avant le jugement définitif. Donc en fait, il savait que très probablement il serait condamné à mort, parce que son avocat lui avait dit « franchement, t'es très très mal barré », donc il se préparait au pire. Mais c'est quand même intéressant de savoir que c'est pas parce qu'il est condamné à mort qu'il se convertit, entre guillemets, qu'il entre dans un chemin spirituel, mais c'est surtout parce qu'il souffre énormément, il est très malheureux, et donc il appelle à l'aide en fait. Mais en même temps, il évoque exactement ce que tu dis, comme tu l'as cité dans le spectacle, c'est-à-dire qu'à un moment il dit « mais en fait, si là maintenant j'étais de nouveau dehors, libre de faire tout ce que je veux, je pense que je serais un peu perturbé, quoi, et je sais pas si je serais aussi clair dans ma tête, connecté avec le ciel que je ne le suis maintenant. » Donc c'est clair que c'est un mystère, c'est-à-dire, voilà, s'il avait fait 20 ans ou 30 ans de réclusion, qu'est-ce qu'il serait devenu? S'il avait été libéré, qu'est-ce qu'il serait devenu? Ça, on ne le saura jamais. Merci en tout cas, c'est vraiment intéressant comme réaction. Philippe? Oui. Donc, Jean, vous avez fait remarquer que ces 9 mètres carrés, c'était la surface pour une personne. Il s'avère que normalement, à 2 condamnés, c'est 11 mètres carrés, mais ils sont quand même dans 9 mètres carrés parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et à 3 condamnés, c'est 14 mètres carrés, mais ils sont toujours dans 9 mètres carrés parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors, un autre chiffre, c'est 12 mètres carrés. 12 mètres carrés, c'est ce que la réglementation européenne impose par port pour les élevages porcins. Donc on voit la différence qu'il y a entre l'humain et l'animal, et ça peut provoquer, moi ça me provoque de la colère personnellement. Et alors si vous voulez des spectacles sur la prison, ça ne fait pas de la concurrence puisque tu ne travailles plus cette semaine, il y a demain à Corbeil-Essonnes, demain, jeudi, vendredi, les dernières de Une longue peine. Ah, génial. De Didier Ruiz. Les 3 dernières, la pièce ne sera plus présentée après. C'est demain, après-demain et vendredi. Voilà. C'est... Non, c'est...
Alors, au moins vendredi et peut-être 2 autres. Ouais, donc ça c'est une information hyper, je vous remercie beaucoup de nous la transmettre. Un metteur en scène qui s'appelle Didier Ruiz a fait un spectacle avec des sortants de prison qui ont été condamnés à de longues peines. Donc le spectacle s'appelle Une longue peine, c'est ça? Et donc Stéphane, vous en avez filmé la fabrication, qui est donc un documentaire aussi formidable qui s'appelle Après l'ombre. Et donc il y a 4 ou 5 personnes détenues qui sont sur scène et qui partagent ce qu'ils ont vécu en détention. Donc je vous invite vraiment à chercher sur internet Didier Ruiz, Une longue peine. Vous tomberez sur le site de la compagnie de théâtre. Et si vous pouvez aller voir ce spectacle, moi malheureusement je ne pense pas pouvoir y aller. J'ai vu le documentaire, c'est bouleversant. Donc, voilà, donc vraiment on vous y invite chaleureusement. Donc ce sont 3 longues peines et la femme de l'un d'eux. Ah oui, c'est ça. Les 3 longues peines, le 3 ont 73 ans, je crois, de prison derrière. Ouais. Plus le point de vue de la femme aussi, qui était dehors. Alors, est-ce qu'il y a des wakers qui veulent réagir, partager, voilà, comment ils ont reçu le spectacle parce que j'en profite juste parce que c'est pas tous les soirs qu'on a des personnes de Wake Up Café. Est-ce qu'il y en a éventuellement qui veulent nous partager voilà, mais après on pourra aussi échanger entre nous. C'est peut-être un peu intimidant. Alors je crois que Marianne, tu as une question? D'abord, merci beaucoup. Et puis merci à ce monsieur d'avoir laissé son témoignage parce que je trouve que c'est extrêmement important que nous qui sommes dehors puissions être touchés parce que c'est le meilleur moyen d'en parler. Ouais. On soit touchés par un livre. Je pense que les spectacles vivants et les documentaires aussi, c'est des témoignages qui nous impactent encore plus. Et je voulais savoir si tu vas le jouer encore après ce spectacle. J'espère le reprendre. On est en train de préparer une tournée, donc voilà, j'espère le jouer un peu partout en France. Il y a des programmateurs qui peuvent venir ici au Théâtre de Belleville. Et j'espère peut-être faire une nouvelle série parisienne la saison prochaine, je ne sais pas encore où. Et peut-être un festival d'Avignon été 2024, voilà. Donc à suivre sur les réseaux. Je veux savoir, oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau spirituel? Parce que toi, c'était important de découvrir son chemin spirituel. Ouais. Tu nous as partagé le fait que tu n'avais pas eu la même illumination. Si ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est en fait Jacques Fesch me travaille, quoi, continue de me travailler, je me fais traverser par ce qu'il vit, ça me dépasse complètement et c'est quelque chose d'assez mystérieux, j'ai envie de dire, c'est quelque chose un peu d'invisible aussi. Ce dont je me rends compte, c'est que plus j'avance dans le spectacle, plus il m'arrive certains soirs vraiment de pleurer pendant le spectacle, voilà, et c'est plus vraiment l'acteur, c'est pas du tout ma technique, c'est mon cœur en fait qui est bouleversé par ce que je suis en train de jouer. Quand je reprends conscience que tout cela est vrai, qu'il y a encore les descendants de Jacques Fesch qui sont de ce monde et qui portent cet héritage qui est lourd et qui est en même temps lumineux, voilà, donc je sens que ça me déplace. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est ce qu'évoquait Jean tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que la foi, c'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, avec Jacques Fesch, on est vraiment à l'école du combat spirituel. Donc moi, ça me nourrit beaucoup parce que j'ai la foi, mais elle n'est pas aussi... voilà, je ne suis pas un chevalier, je suis un pauvre type comme Jacques Fesch et comme, je pense, beaucoup d'entre nous. Et en même temps, ça me permet de marcher à ses côtés, d'entendre comment lui, il arrive à retrouver de la force, même dans les moments de désespoir, dans les moments de découragement. Et lui, évidemment, il est dans le paroxysme de la situation. Donc aussi, ça me fait pas mal relativiser sur mes petits ennuis, mes petits tracas quotidiens. Et donc, c'est comme un grand frère, quoi, voilà, qui m'accompagne. Ses descendants sont venus? Oui, le petit-fils Quentin est venu assister au spectacle il y a 1 an. Donc il n'était pas encore dans cet état-là totalement. Donc j'espère qu'il va pouvoir revenir pour voir voilà, et ça lui a plu, ça lui a beaucoup plu. Ouais.